Retour sur le plateau du Talk de Paris avec notre invité en duplex de Washington, Brent Scowcroft, l'ancien conseiller de 3 présidents républicains américains, Nixon, Ford et George Bush le père. Brent Scowcroft qui a été l'auteur de la fameuse formule sur le New World Order, le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites du mandat du fils de George Bush, George W. Bush? Je rappelle que vous avez dénoncé avec courage la guerre contre l'Irak, vous étiez opposé à cette guerre, un avertissement qui n'a pas été entendu par l'actuel président. Alors quel est votre bilan aujourd'hui? On a dit que c'était le pire de tous les présidents que l'Amérique ait jamais connus. Non, je ne suis pas en mesure de me livrer à des évaluations historiques. Je pense que, je laisse le soin aux historiens de faire leur appréciation. On a eu des présidents qui, à l'époque, étaient jugés remarquables, qui ont été mal jugés par l'histoire et qui sont tombés pratiquement en disgrâce, tel le président Truman, et qui maintenant était très bien placé. Donc je préférerais passer cette question. Mais tout de même, sur cette question de la guerre en Irak contre Saddam Hussein, on a le sentiment que ça a été un véritable drame shakespearien entre George W. Bush, le père et le fils. Vous qui étiez aux côtés du père, comment ça s'est passé? Ça a été terrible comme conflit entre les deux hommes? Non, je ne pense pas. Mon sentiment est que le père a dit « Moi, j'ai été président, j'ai eu ma chance, mon fils est président à présent et je ne vais donc pas regarder par-dessus son épaule et lui dire comment se comporter. » Donc, je pense qu'il a donc assumé la position d'observateur plutôt que de confident. Mais le père, le 41e président, était lui aussi, comme vous, opposé à la guerre contre Saddam Hussein? Non, je ne pense pas qu'il ait jamais dit qu'il était pour ou contre la guerre. S'il l'a dit, je n'en ai pas le souvenir. Alors, je voudrais rappeler quand même à nos téléspectateurs que c'est vous qui avez fait venir Condoleezza Rice à la Maison-Blanche, Condi Rice qui est devenue ensuite la première secrétaire d'État noire. Quel est le bilan que vous tirez de son action à elle? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, satisfait de votre élève? Eh bien, moi je suis très fier de mon élève. Je crois qu'elle a effectivement bien progressé. Une femme très jeune qui a assumé une tâche très difficile à un moment extrêmement difficile dans la politique étrangère des États-Unis. Les problèmes étaient redoutables et elle a fait de son mieux. Et en même temps, elle n'a pas réussi à empêcher le drame, c'est-à-dire la guerre elle-même. Donc finalement, son influence était assez peu importante face au secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, par exemple, ou au vice-président Dick Cheney. Eh bien, vous savez, moi je ne connais pas tous les fonctionnements internes du 43e président et la façon dont la décision a été prise, qui était favorable et qui ne l'était pas. Certes, les choses ne se sont pas avérées être la décision la plus fortuite qu'ait fait ce pays, mais cela dit, je ne sais pas qui était responsable pour quelle partie de cette décision. Alors parlons de l'avenir. Est-ce que, de votre point de vue, Hillary Clinton est un bon choix pour succéder à Condoleezza Rice au département d'État? Je pense que le sénateur Clinton est une femme extrêmement responsable, tout à fait posée et réfléchie. Elle a fait un travail remarquable à la Commission des Affaires étrangères. Elle en sait beaucoup sur la politique étrangère et je serai tout à fait à l'aise de la voir comme secrétaire d'État. Et elle-même a soutenu la guerre en Irak, contrairement à Barack Obama. Comment ça va se passer, si ça se passe d'ailleurs? Comment les choses vont-elles évoluer entre les deux pour savoir quelle sera la politique à mener en Irak? Eh bien, je pense qu'à l'heure qu'il est, qui était pour ou contre la guerre, tout cela est sans objet. Nous sommes où nous sommes maintenant et ce qui est important à mes yeux, c'est que nous quittions l'Irak
dans une position où ce pays représentera une force pour la stabilité dans cette région difficile plutôt qu'une force pour le chaos et le conflit. Donc je pense que l'avenir est très largement ouvert et qui était pour ou contre la guerre, eh bien, tout cela maintenant relève de l'histoire et n'a pas un impact sur la façon dont on va voir les choses maintenant. Alors justement, sur l'Irak, arrêtons-nous un instant. Vous pensez qu'il faut partir d'ici combien de temps? Est-ce que vous avez un calendrier de retrait? Non, je ne pense pas que l'on devrait quitter l'Irak sur base d'un calendrier. Il faudrait partir de l'Irak suivant la situation sur le terrain. La situation s'améliore progressivement, ça c'est optimiste et au fur et à mesure que la situation s'améliore, on peut retirer les troupes qui participent au conflit. L'armée irakienne devient de plus en plus capable pour ce qui est de maintenir, d'assurer la sécurité de son pays, mais derrière les troupes du front, les États-Unis continuent à assurer une bonne partie du soutien à l'armée irakienne, l'artillerie, les hélicoptères, les approvisionnements, l'infrastructure, le renseignement, tout cela prendra du temps pour former les Irakiens. Ensuite, il y a la situation politique que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas maîtriser, mais c'est à nous d'apprécier à quel rythme nous pouvons nous retirer, à quel moment nous pouvons dire bien, on en a fait assez, l'Irak peut se tenir sur ses jambes stables comme force pour le bien dans la région. De fixer une date, là, ce serait une erreur. Mais pensez-vous quand même que les Américains, les boys, devraient avoir quitté l'Irak avant la fin du premier mandat, s'il y a un deuxième mandat, du premier mandat de Barack Obama, c'est-à-dire d'ici 4 ans? Pas nécessairement. J'ose espérer que les choses progresseront rapidement, suffisamment rapidement que cela soit possible, mais là c'est une question d'appréciation, pas une question de calendrier. Très bien, je vous propose d'aller vers l'autre conflit prioritaire à régler pour le nouveau président élu Barack Obama, avec cette question qui vous est posée par l'un des conseillers spéciaux de l'IFRI, l'Institut français de recherche internationale, Dominique Moissy. Écoutons-le ensemble. Good afternoon, Brent. The priority. Il semble que la priorité du président élu Barack Obama en matière de politique étrangère sera l'Afghanistan. Pensez-vous que l'envoi de troupes supplémentaires soit un élément de la solution ou au contraire, pensez-vous qu'il n'existe pas de solution militaire? Oui, je suis d'accord avec mon ami Dominique pour dire qu'il ne doit pas y avoir une solution politique à l'Afghanistan. C'est un problème très différent de celui de l'Irak et doit être traité différemment. L'Afghanistan a une longue histoire, mais c'est une histoire d'un pays qui est relié de façon lâche au sommet, c'est-à-dire une confédération pas très soudée de chefs de guerre, de chefs tribaux, de chefs régionaux, gouvernés par une touche très légère émanant du centre. Et je pense que c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Ça n'est pas une solution militaire et il faudrait chercher les moyens de recréer l'Afghanistan qui existait avant l'arrivée des Soviétiques. Les Soviétiques ont tenté une solution militaire à l'Afghanistan. Il faudrait étudier sérieusement ce qui est advenu de l'effort soviétique. Après tout, ils avaient 2 fois plus d'hommes que nous et nos alliés de l'OTAN aujourd'hui. Et eux n'ont pas pu réussir. Donc, en effet, il faut chercher d'autres alternatives et être concentré sur un Afghanistan qui ne soit pas un modèle parfait de démocratie parlementaire dans un État hautement centralisé, mais un Afghanistan qui, là encore, n'est pas une menace comme elle l'était lorsqu'elle abritait les terroristes d'Al-Qaïda et leur camp d'entraînement. Et c'est pourquoi nous y sommes allés au tout début. Écoutons une autre question de quelqu'un qui vous connaît bien, là aussi, Pierre Lelouch.
Obama est-il un réaliste ou un idéaliste? Écoutez la question de Pierre Lelouch. Bonjour Brent, tu te souviens sans doute des discussions qu'on a eues à Washington dans ton bureau au début de la guerre en Irak, dans le débat entre les réalistes dont tu faisais partie, qui étaient plutôt contre la guerre, et les néoconservateurs qui l'ont initiée. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que Obama fait partie des réalistes et est entouré de réalistes, ou bien est-ce qu'il risque pas de sombrer dans un mélange d'idéalisme? Quel est ton avis là-dessus? Eh bien, je dirais que c'est une très bonne question de la part de mon cher ami Pierre, et une question difficile pour moi. Dans les propos du candidat Obama sur ses projets, je dirais qu'il se rapproche davantage de l'école des réalistes, en ce sens qu'il va essayer de voir quelles sont les motivations et les objectifs des autres pays avant de faire face aux problèmes, plutôt que de fixer des objectifs idéalistes et d'essayer de peiner, sans tenir compte de la réalité sur le terrain pour réaliser ces objectifs. Mais c'est quelque chose que le président élu n'a pas encore divulgué pour ce qui est de sa philosophie diplomatique. En tout cas, vous pensez que le mot d'ordre doit être « il faut parler, il faut négocier » et en particulier avec l'Iran? Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, ça m'indique que ce qu'il recherche, c'est effectivement de déterminer quels sont les paramètres fonctionnels des autres, quels sont les points où il y a possibilité d'accord, quels sont les points de vue qui sont inconciliable. Ça, c'est une approche réaliste. On fait un bilan solide de la situation sur le terrain. Ensuite, on essaie de profiter de cela plutôt que d'aller de l'avant, plutôt que de partir de l'idéal et de modifier la situation sur le terrain. Et s'il n'y a pas d'accord avec les Iraniens, s'ils continuent à produire de l'uranium enrichi et donc à accéder à la bombe atomique, est-ce qu'il faudra que Barack Obama ordonne le bombardement des centrales nucléaires en Iran ? Eh bien, j'ai été décrit par les personnes qui ont posé la question comme réaliste. Alors, en tant que réaliste, je ne partirai pas de la dernière question, qu'est-ce qui se passe si? Moi, je partirai de la question suivante, que pouvons-nous faire afin d'éviter cette question ultime et de traiter de la question non pas au début mais à la fin, et nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvons pour éviter la possibilité que l'Iran développe une arme nucléaire. Écoutons, Brent Scowcroft, la dernière question de l'émission avec un retour sur l'IFRI et son conseiller spécial, Dominique Moïsi. Dans un récent rapport publié par l'administration américaine sur l'état du monde en 2025, il apparaît que les États-Unis feront alors partie d'un monde multipolaire et qu'ils ne seront plus l'unique puissance mondiale incontournable. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je remercie mon ami Dominique de m'avoir posé cette question. Je pense que la nature du pouvoir dans le monde évolue. Et je pense que la globalisation influe là-dessus comme toute autre chose. Les frontières nationales disparaissent, les États ne peuvent plus assurer les besoins de leurs citoyens. Bon nombre des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de problèmes de climat, de problèmes financiers, dépassent les frontières nationales et cela entraîne un changement dans la nature de la puissance nationale. À la fin de la guerre froide, les États-Unis étaient seuls pour ce qui est des éléments traditionnels de la puissance nationale depuis l'ère de l'Empire romain. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Un petit pays a lier les États-Unis. Et ce que nous allons voir, c'est un monde multipolaire. Mais ça, c'est un terme du XXe siècle. Nous allons voir, je pense,
un adoucissement des frontières pointues de la puissance nationale, puisque les pays devront tendre la main vers les autres pays pour faire face au très grand nombre de problèmes que connaissent le monde. Et il faut effectivement, nous verrons plus un panachage plutôt qu'un phénomène de multipolarité, puisque cette multipolarité signifie des groupes contre les groupes et cela va sans doute diminuer dans les années à venir. Mais est-ce que c'est, comme l'a dit l'historien Fukuyama, est-ce que ce sera la fin de la marque américaine, America Incorporated? Est-ce que c'est la fin de l'hyperpuissance américaine en 2025 et en tout cas au XXIe siècle? Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Et la fin de la guerre froide était, je dirais, une période tout à fait unique dans l'histoire. La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué la fin de la diminution de la puissance des grandes puissances affaiblies par la Première et la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide a épuisé une des deux puissances qui est restée, l'Union soviétique, et ça a laissé les États-Unis. Mais l'état du monde change et évolue, et cette notion de l'hyperpuissance, en termes de la capacité à obtenir des résultats dans l'exercice du pouvoir, là, diminue rapidement, et l'exercice du pouvoir exigera de la coopération pour réaliser des résultats. Très bien, merci beaucoup Brent Scowcroft d'avoir été notre invité, notre 100e invité du Talk de Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont aidé à la préparer, Julia Dorner, Sarah Brown, Juliette Igier, Pierre Gabas et Jean Le Sueur, et bien entendu toutes les équipes de la chaîne. Merci donc à tous et bien entendu je vous dis à très bientôt sur France 24.